France Info. Jusqu'à 9 h, nous sommes ensemble, comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Gilles Bornstein est là aussi avec Guy Virenbaum. Et notre invité ce matin est vice-président du Front National. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Les hommes politiques disent parfois des choses et puis ils ne les appliquent pas. François Fillon nous avait dit que s'il était mis en examen, eh bien il se retirerait de la compétition présidentielle, ce qu'il n'a pas fait. Et il y a très peu de temps encore, Nicolas Dupont-Aignan disait beaucoup de mal du Front National. Nous écoutons Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen a changé la vitrine du Front National et on ne peut que s'en réjouir. En revanche, l'arrière-boutique est souvent ou parfois glauque. Je pense que le Front National n'apporterait pas les bonnes solutions qui permettraient de sauver la France. Le Front National, avec ses excès, son arrière-boutique, est le meilleur moyen de ne jamais faire gagner les patriotes. Arrêtez de vouloir absolument nous mêler. Il y a des différences profondes entre nous. J'ai pas du tout la même histoire. Je ne suis pas identitariste. Je suis gaulliste, républicain, social. J'ai commencé avec Philippe Séguin. Je n'ai rien à voir. Je n'ai rien à voir avec le Front National. Et c'est lui qui pourrait devenir Premier ministre de Marine Le Pen si elle était élue présidente de la République. Il ne faut jamais croire les hommes politiques. Mais ça prouve que les mentalités évoluent. Ah, c'est une évolution. Ça prouve que c'est quelqu'un qui, peut-être en discutant aussi avec Marine Le Pen, a bien vu que sur les idées et le programme à mettre en place, il y avait matière à négocier, à discuter. Et puis je pense que la situation du pays fait que M. Dupont-Aignan n'a pas pu, comme ça, rester campé sur des positions, sur une ligne de crête dont on voyait bien qu'il parlait comme nous, mais qu'il ne voulait pas, ou il disait qu'il ne voulait pas de nous. Mais bon, tout le monde savait que, peu ou prou, un jour ou l'autre, nous étions appelés à nous rassembler. La vitrine a changé, a-t-il dit ? Plusieurs fois, hein. Oui, non, mais d'accord, mais l'arrière-boutique, ça va pas. Il subissait aussi, lui aussi, d'une certaine manière, une certaine diabolisation, donc il voulait s'écarter en disant ça. Vous lui avez ouvert les yeux. Pourquoi pas, oui. Mais je pense qu'il les avait ouverts sur la situation de la France, et dans un deuxième tour, avec clair, entre M. Macron et ce qu'il représente, et Marine Le Pen et ce qu'elle représente, je pense qu'il n'a pas hésité longtemps. C'est facile à intégrer, Nicolas Dupont-Aignan, quand il a dit tout ce qu'il a dit du Front National. Ça suscite des débats à l'intérieur du Front National. Mais écoutez, non, parce que j'ai vu, moi, sur le terrain, j'étais dans mon département, à Perpignan, là, ce week-end, et je pense les non-militants sont très heureux de voir qu'il y a des personnalités comme M. Dupont-Aignan et un mouvement, hein, qui parlait, encore une fois, qui avait pratiquement le même programme, on va dire, en matière européenne, et qui aujourd'hui rejoint une alliance gouvernementale avec Marine. C'est plutôt positif. Et c'est bien vécu, donc, oui. Dites-vous, par les vous militants savez, du Front National. Moi qui suis maintenant, je vais pas dire un ancien, au front, toutes les mains Vous avez adhéré quand au Front, tiens ? En 89. Oui, quand même. Toutes les mains tendues de Jean-Marie Le Pen à la droite, tous les gens qu'on a vus arriver du RPR, de l'UDF, du CNI et d'ailleurs, ont souvent été très bien accueillis. Il y a même eu des députés en 86 qui venaient, je pense à M. Yvon Briand notamment, qui venait Frédéric Dupont. Édouard Frédéric Dupont, absolument. Mais même, regardez, en 99, parce qu'on oublie tout, parce que j'entends dire, moi, ce week-end, des choses improbables. En 99, le numéro 2 de la liste européenne de Jean-Marie Le Pen s'appelait comment ? Je sais pas, j'ai oublié. Charles de Gaulle, c'était le petit-fils du général. Oui. Donc on voit bien que voilà, on est habitué à recevoir des personnalités quand même. Et là, il y en a d'autres ? J'espère qu'il y en aura d'autres. Mais public ? Oui. Je ne sais pas, on verra bien. Si, vous savez, forcément. Non, détrompez-vous, chacun est dans sa sphère de compétences. Henri Guénaud, il pourrait vous rejoindre ? Mais j'ai entendu M. Guénaud avait dit qu'il ne partageait en aucun cas le projet de M. Macron. Comme Nicolas Dupont-Aignan aussi. Sans dire pour qui il voterait, je n'en sais rien. Moi, je ne sonde pas les... Mais est-ce que vous en voyez d'autres en ce moment, par exemple ? Est-ce qu'il y a des écoutez, on en oublie une qui, je trouve, qui ne fait pas assez l'actualité. Madame Garot. Exactement. On a attaqué hier M. Dupont-Aignan sur le fait que le gaullisme, etc. Mais personne n'est allé voir Mme Garot pour lui demander la réalité de son vote, alors qu'elle est, je vais dire, emblématique de la famille gaulliste et gaullienne. Fabienne, vous demandez, est-ce qu'il y a en ce moment d'autres négociations en cours avec d'autres gens ? À ma connaissance, non. Voilà, mais peut-être on ne dit pas tout. Oui. Mais peut-être on me dit pas tout. On sait pas. Exactement. Nicolas Dupont-Aignan vous rejoint pour des raisons politiques et peut-être aussi pour des raisons financières. Il lui manque 300 000 euros maintenant parce qu'il n'a pas passé la barre des 5%. Est-ce qu'il y a eu un volet financier dans la discussion avec Nicolas Dupont-Aignan ? De toute façon, il a ses candidats aux élections législatives. Vous savez que la loi électorale, elle est du financement des partis politiques pour les législatives, elle est particulière. Il faut qu'ils présentent
plus de 50 candidats. Donc il aura un financement public. Oui. Il n'a pas besoin de nous pour combler ses éventuelles dettes de campagne, et je crois qu'il a dit qu'il n'avait aucune dette. Donc il n'y a pas eu en tout cas de discussion financière, il n'y a eu qu'une discussion politique. Il y a eu des négociations sur un nombre de circonscriptions qui lui seraient réservées. Il y a des discussions sur les circonscriptions, mais encore une fois, c'est notre secrétaire général qui discute de ça. Non, mais là, vous avez l'air d'en savoir un petit peu plus, alors dites-nous. Oui. Ah mais non, je vous jure, je n'en sais rien. Vous savez, moi, je m'occupe pas de ça, c'est Nicolas B qui s'en occupe. Ça veut dire qu'il y a des circonscriptions où il y aura une candidature commune. Il pourrait y avoir des circonscriptions où les candidats aient la double étiquette. Mais la plupart du temps et dans la majorité des cas, ce sera des candidats différents dans les circonscriptions. Par exemple, hier, il n'y aura, j'imagine, pas de candidat Front National contre Nicolas Dupont-Aignan. J'en sais rien, mais j'imagine, oui. Oui, on peut l'imaginer. Alors, être Premier ministre, c'est un rôle particulier. Hein. Vous êtes sûr qu'il saura faire? Il n'a jamais gouverné. Vous vous êtes posé la question ou pas? Ou c'est juste de la politique, de la tactique? Gouverner n'est pas un gage d'efficacité. Je me souviens, moi, de beaucoup de premiers ministres qui ont été ministres auparavant, etc., et qui ont été nuls à la fonction de Premier ministre. D'accord. Donc, vous êtes posé la question de savoir s'il a été à la hauteur? Il a les compétences. Il a les compétences. Il a été député pendant de nombreux mandats. Il est maire. Il est du système. Il a une formation. Il a les compétences parce qu'il est du système. Il a une formation universitaire, administrative de la haute administration. Voilà, il a les compétences. Mais vous savez, dans la fonction de Premier ministre, c'est aussi le courage. C'est pas seulement la compétence, c'est le courage. Mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de courageux au Front National. Ça grince pas un peu des dents que... Mais pas du tout. Nous sommes dans un projet de rassemblement et d'ouverture. On n'allait pas nommer quelqu'un du Front National. Marine l'a toujours dit. Et si on veut rassembler le peuple français après ces élections présidentielles dans une majorité présidentielle, il va bien falloir rassembler autour de nous des gens qui aujourd'hui même ne sont pas encore chez nous. Florian Philippot a ouvert une bouteille de champagne pour célébrer l'arrivée de Nicolas Dupont-Aignan. J'espère que oui. D'accord. Vous avez bu avec lui? Je sais pas. Mais vous ne trouvez pas que... Moi, en tout cas, je l'ai bu, monsieur Apathy. J'y reviens. Dernière question. Énarque, membre de cabinet ministériel, député de la majorité, maire, c'est l'archétype du système. Non, que vous êtes dans le système quand vous avez participé au gouvernement de la France et que dans cet exercice-là, vous avez échoué. Si on est dans un autre système. Vous êtes dans le système médiatique, c'est autre chose. Bon. Allez, voilà. Il est 8h40 sur France Info et on reprend cette belle émission politique de France Info. Non, c'est vrai. Ça nous a manqué. C'est le 1er mai, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La petite musique fait la fête du travail. C'est toujours Louis Alliot qui est avec nous jusqu'à 9h ce matin dans l'émission politique de France Info et la question chez Gilles Bornstein. Alors, on ne comprend plus grand-chose à votre position sur l'euro. Alors, vous y mettez la mauvaise volonté? Non, pas du tout. Mais enfin, vous allez nous éclairer, donc ça va être très bien. On va d'abord écouter Marine Le Pen. C'était sur Europe 1 et elle disait à quel point la sortie de l'euro était importante. Pas du tout aussi urgent, on l'écoute. Marine Le Pen ne comprend rien du tout. Il ne vous a pas échappé que c'était Marine Le Pen la candidate. Ça, c'est sûr. Ah, très bien. Ça, c'est la première chose. C'est une mise au point. Donc, c'est pas 2018. C'est une mise au point pour Marion Maréchal Le Pen. Deuxièmement, ça a été négocié et discuté avec Nicolas Dupont-Aignan. Dans le texte qui a été signé fondateur de l'accord, il y a marqué que ce n'est plus un préalable à la mise en place tout de suite d'un certain nombre de trains de mesures au soutien du pouvoir d'achat, des petites entreprises, etc. Mais ça continue. Et donc pour 1 million de voix, vous avez renoncé à tout ce qui fait votre campagne depuis 4 ans. Pas renoncé, car on a toujours dit qu'il y aurait une monnaie commune et une monnaie nationale. On l'avait pas compris tout à fait. Et que ça demandait une négociation. Voilà, cette négociation, il y a deux choses. Je pense que Marion parlait de la renégociation éventuelle de sortie de l'Union européenne, par l'article 50 des traités, qui, elle, prend 2 ans. Et on le voit avec le Royaume-Uni, c'est la méthode du Royaume-Uni. Je crois qu'elle parlait de l'euro. Mais la négociation... Mais la négociation, elle... De toute façon, si on sort de l'euro, on sort de l'Union et inversement. Enfin, non. Et puisque, regardez, l'Angleterre faisait partie de l'Union européenne, elle n'avait pas l'euro. Donc pourquoi non? Mais à l'inverse, quand on en sort. À l'inverse, c'est un acquis de l'Union. Et si vous il y a un sortez délai qui a été fixé de 6 mois. Mais ce 6 mois, évidemment, c'est un délai, j'allais dire, structurel. Mais c'est pas du jour au lendemain, ça va, ça y est, c'est 6 mois. Structurel, ça veut dire quoi? Ça veut dire extensible? On discute. C'est quoi structurel? On discute. Marine Le Pen a dit... C'est 6 mois. J'arrive au pouvoir, je négocie. Oui, négocie. Si la négociation est bonne... Et si elle n'est pas bonne, dans 6 mois, je consulte. Je vous dis que ça fait partie d'un accord sur le fait que ce n'est plus un préalable à un train de mesure. Mais on continue à négocier avec l'Europe un changement fondamental de direction de l'Union européenne. En rappelant une chose, l'Union européenne, ce n'est qu'un bout de papier. Parce que moi j'entends, vous êtes contre l'Europe. Non, nous sommes européens. Les Français sont européens.
comme les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Mais ce que nous ne voulons plus, c'est de ce traité d'Union européenne qui contraint la France à un certain nombre d'obligations, notamment économiques, que nous ne voulons plus. Voilà. Alors, on va essayer, parce que vraiment c'est compliqué. Hein. Vous n'aurez sans doute pas trop de la semaine pour expliquer ça. On va essayer de rationaliser un peu. Marine Le Pen, dans le son que nous avons entendu, dit « Je ne peux pas mettre en œuvre le projet de patriotisme économique avec l'euro ». Et l'accord passé avec Nicolas Dupont-Aignan dit « Ça n'est pas un préalable ». Donc ça veut dire que si Marine Le Pen est élue... des mesures immédiates qui, elles, peuvent être mises en place sans la contrainte de l'Europe. Alors, je voudrais qu'on sépare ces mesures. Ça veut dire que si Marine Le Pen est élue, dans votre esprit, elle peut mettre en œuvre les mesures de pouvoir d'achat, on augmente les retraites, les salaires et tout ça. L'allocation adulte handicapé. Donc on dépense, mais tout ce qui est projet de patriotisme économique, ça on ne peut pas le faire. Mais ça dépend des cas. Mais ça dépend des cas, dans tous les cas de figure, non mais M. Paty, dans tous les cas de figure, oui. La finalité, c'est la révision des traités. Oui. C'est une autre Europe qui est en train de se construire. Mais si. Vous nous avez dit qu'il fallait commencer par là, maintenant vous dites que ce n'est pas un préalable. Oui, mais dans l'immédiat. Ouais. Mais il y a un délai, j'allais dire, de négociation qui, lui, sera un délai de négociation. Ça peut aller très vite, comme ça peut être un tout petit peu plus long, mais dans tous les cas de figure, c'est une réorientation totale des traités de l'Union européenne vers lesquels nous allons... La nouveauté, c'est qu'il y a plein de mesures que vous pouvez prendre sans sortir de l'euro. Alors que jusqu'à présent, vous disiez l'inverse. Oui, mais c'est des mesures qui sont... C'est pas... c'est des mesures de revalorisation du pouvoir d'achat. C'est des mesures financières immédiates que nous pouvons prendre pour aller au soutien du pouvoir d'achat. Mais qui sont d'ailleurs même contre, quelquefois, les recommandations de la Commission européenne. Mais on s'en moque, puisque nous ne tiendrons plus compte de ce que veut la Commission européenne. Mais si vous pouvez le faire avec l'euro... Mais la négociation... Non, parce qu'il y a des choses dans le marché commun, sur la monnaie unique, dont il faut négocier la sortie d'une manière beaucoup plus juridique, constitutionnelle. Mais non, mais oui, mais le seul fait de passer d'une monnaie unique à une monnaie commune, ça demande déjà une négociation et un changement des traités. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Le but, c'est pas de créer le chaos. Le but, c'est de réorienter l'Union européenne, de réorienter l'Europe. C'est Nicolas Dupont-Aignan qui vous a forcé à ce changement de pied ? Non, mais je pense qu'il nous a apporté une expertise et une vision qui n'était pas forcément totalement la nôtre, mais la finalité est la même. Ça fait quand même des années que vous y réfléchissez à ce problème. Oui, lui, en 2 jours, il vous éclaire. Mais c'est pas qu'il nous éclaire, c'est sur la méthode. Il nous a permis de réfléchir à des choses qu'on ne voyait pas. Non, parce que sur le fond, il est d'accord avec nous, il dit la même chose. Comme le montage l'a montré. Il dit la même chose. Sur l'Union européenne, il dit la même chose. Et sur la finalité et les étapes pour y arriver, il y a juste ce préalable, précisément, qui n'est plus... qu'on pourrait dire contraignant pour prendre un certain nombre de mesures sociales notamment ou d'aide au pouvoir d'achat. Alors maintenant, si on comprend bien, il peut y avoir 2 monnaies, une monnaie commune et une monnaie nationale. Mais pas dans votre portefeuille, monsieur Paty. On a du, oui, enfin bon, on a du mal à comprendre, mais comment se passer? C'est un système qui a déjà existé. Ah ben alors oui, mais il n'était pas si mal que ça. Et Fabienne a invité ce matin, c'était bienvenue, une économiste, Agnès Benassi-Kéré. Mais pourquoi vous n'invitez pas les économistes qui... Du Front National? Non. Bon, Agnès Benassi-Kéré... Vous n'invitez pas Jacques Sapir. Je sais pas. Mais parce que il arrive qu'il soit invité sur France Info. Dans ce débat-là, je ne l'ai pas vu, alors que moi j'ai étudié sa dernière mise en ligne sur son site. Je peux vous dire que la sortie de l'euro est clairement expliquée et qu'elle n'aboutit pas au résultat de certains économistes. Certains économistes, dont celle-ci est présidente déléguée du Conseil d'analyse économique, parfois. Donc si on l'écoutait. Si on l'écoutait. Elle a fait un peu d'histoire. Allez-y. Elle a fait un peu d'histoire en disant 2 monnaies, ça existait dans le passé. Agnès Benassi-Kéré. 2 monnaies, est-ce que c'est vraiment impossible? Parce qu'après tout, ça existe dans certains pays. Pourquoi pas chez nous? Oui, tout à fait. Ça existe dans un certain nombre de pays en développement. Ça existait autrefois en Union soviétique. Bon, ça nous a fait un peu marrer, ça. Faut bien le dire. Vous piquez une idée de l'Union soviétique. Ou d'un pays en développement. Mais c'est là qu'on voit que ces gens-là qui défendent la mondialisation outrance perdent les pédales. Mais c'est vrai. Et la France avant l'euro, elle vivait avec quoi? La France avant l'euro, elle vivait avec le franc. Avec des piastres? Avec le franc. Exactement. Absolument. Mais le système européen, lui, il avait un panier de monnaie qui permettait aux entreprises d'échanger sur le marché européen ou pas? Non, c'était une unité de compte. L'écu, ça n'a rien à voir. Le franc était fixe par rapport à l'écu. Ce qui n'a strictement rien à voir. Je voudrais vous dire que ça existait. Non, c'était pas une monnaie, monsieur Alliot. Ça existait déjà. Et tout ce que l'on entend aujourd'hui sur l'affaire du franc, du nouveau franc et de l'euro,
c'est un mensonge. Voilà. Mais invitez les gens qui pourraient vous le dire d'une manière scientifique. Oui, mais vous, excusez-moi. Non, moi je suis pas d'accord sur un point. Je vais vous dire. Ces économistes-là, ce sont les mêmes qui nous ont raconté que le projet de M. Hollande et de l'Union européenne était magnifique, qu'il allait nous amener du pouvoir d'achat, de la croissance, la fin du chômage. On a vu le résultat. Ces gens-là, on ne les croit plus parce qu'ils sont dans un échec total. Bon, elle n'est pas venue. Mais si, Agnès Benassi, elle est venue défendre le système en place. Mais non, voilà. elle est venue comme quelqu'un qui a une expertise. Bon, enfin, mais pourquoi vous ne mettez pas en face d'un économiste qui ne pense pas la même chose? Juste un mot, c'est incroyable. La politique, ça doit être simple. Est-ce que vous convenez que là, dans la dernière ligne de droite, vous vous compliquez la vie? Pas du tout. Moi, je trouve que ça facilite même notre perspective politique parce que ça permet à un certain électorat de voir que nous sommes capables d'évoluer sur ces questions sans modifier fondamentalement la finalité de notre projet en matière de changement de cette Union européenne. Donc on retiendra que vous avez évolué, ce qui est déjà quelque chose de significatif. Et il est 8h50 sur France Info. David Debrou. Louis Alliot est avec nous jusqu'à 9h ce matin. Question Gilles Bornstein. Oui, à Nice, la semaine dernière, les partisans de Marine Le Pen étaient très imprégnés de l'esprit de fair play qui doit régner pour le deuxième tour d'une élection présidentielle. On les écoute. Voilà, vous avez votre façon de faire de la politique? C'est du niveau de M. Kassovitz et de quelques autres. Les abrutis. Là, ce sont des abrutis. Ah oui. Là, c'est vos militants. Oui. Non, mais c'est du niveau de M. Kassovitz et des soutiens de M. Macron. Alors, en rappelant une chose. Vous parlez de M. Kassovitz là parce qu'il a insulté Nicolas Dupont-Aignan. Mais pas que lui, d'ailleurs, un certain nombre d'autres. M. Biolay, enfin, des artistes de. Alors, il y a une petite différence, si je puis me permettre. Non. Il y a même une plus grosse différence. Non, mais si je peux expliquer aux gens qui ne savent pas forcément de quoi vous parlez, il s'agit d'insultes qui ont été proférées sur le réseau social Twitter. Là, on a toutes les télés, des gens, des militants de votre parti qui. Non. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est quelquefois même beaucoup plus important que les télévisions. D'accord? Donc il n'y a pas les uns et les autres. Ce qui est ennuyeux, c'est l'image. Il y a des insultes que Marine a condamnées d'un côté, moi je vous dis ce que j'en pense, et il y a des insultes contre M. Dupont-Aignan depuis hier en continu. Je n'ai pas entendu M. Macron les condamner. Ça, c'est une différence de. On lui posera la question. On lui posera la question à ses soutiens, puisque demain Gérard Collomb sera avec nous. On lui posera la question. Et sur la tonalité de campagne, une forme de violence, je voudrais aussi vous faire écouter Gilbert Collard qui parle d'Emmanuel Macron. Il croit qu'on peut acheter des militants en leur apportant des croissants, parce que c'est ce qui a été dit. Non mais il se fait une quelle idée du monde du travail. Ce ne sont pas des putes comme les banquiers. Les banquiers sont des putes. Exactement, il a dit c'est un métier de pute, et vous regarderez la vidéo, Gilbert l'a mis sur son... Il a des lettres, hein, Gilbert Collard. Hein. Parce que là, quand on l'écoute, on n'a pas l'impression qu'il fait une référence. Et voilà, c'est sa manière d'être un peu trash dans le fait de s'exprimer, mais il se sent aussi souvent agressé. C'est vrai que c'est pas très élégant, mais au moins ça a le mérite de dire les choses. Voilà. Il sert à ça, Gilbert Collard, en fait. Il sert au moment trash. En creux, c'est ce que je vous entends dire. Là. C'est son ton, c'est sa personnalité, c'est sa manière de faire. Il le faisait même lorsqu'il n'était pas au Front National. Bon, aujourd'hui, il est au soutien de Marine Le Pen et dans notre combat, il le fait. Mais encore une fois, dans ce cas-là très précis, il m'a dit, je n'ai fait que reprendre ce que j'ai entendu de M. Meng dans une vidéo. Est-ce que ça ne provoque pas les premiers cris qu'on entend? Les cris qu'on entend. Mais non, faut pas. Ou alors vous dites plus rien. Voilà, dans toute la société, il y a des gens bien, des gens pas bien, il y a des violents, des gens qui ne le sont pas. Voilà, mais je ne pense pas que d'une parole comme ça, on puisse en tirer une leçon ou une règle. Ça libère pas la parole. Mais non, parce que sinon, vous avez dans tous les partis politiques et dans tout le monde même médiatique des gens qui sont comment on pourrait dire, un langage familier. Ça fait aussi partie de la France, en fait, je veux dire. Mais quand le Front National dit qu'il a changé, est-ce que précisément ce type d'expression, ça n'appartient pas à un ancien Front National? Et si elles existent aujourd'hui encore, ça voudrait dire qu'il a peut-être moins changé qu'il l'avait dit. Ça appartient à sa personnalité, à son langage. Ça fait partie du vocabulaire national et français. Jean-Luc Mélenchon y a renoncé, par exemple. Il voulait parler cru et dru. Oui, attendez. Et il y a renoncé. Combien de fois Jean-Luc Mélenchon, on l'a vu insulter, y compris des journalistes, d'une manière lui aussi assez trash, et ça n'a pas fait la une des journaux. Qu'est-ce que vous pensez de la position politique de Jean-Luc Mélenchon? Il dit « je ne voterai pas Marine Le Pen ». Mais je ne veux pas dire pour qui je vote. Est-ce que le fait qu'un responsable politique important ne dise pas son vote, ça vous trouble ou pas, ou là ça vous arrange? Mais pas du tout. Moi, je trouve qu'il est cohérent avec sa campagne électorale. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vilipender de cette manière M. Hollande, M. Macron, le programme des uns et des autres, la politique elle-même de l'Union européenne et de ce gouvernement. Et puis comme ça, 2 minutes après le premier tour, dire j'appelle à voter M. Macron. C'est ce que fait Nicolas Dupont-Aignan. Hein.
Non, pas du tout. Je vous dis, M. Dupont-Aignan, il a attendu pratiquement une semaine et on a discuté. Pas 2 jours, une semaine. On a discuté sur une évolution du programme et sur le fait qu'il soit Premier ministre. M. Fillon, par exemple, contrairement à son électorat, lui, à 8h02, il disait appelez à voter Macron. Voilà, c'est dérisoire, c'est une trahison. M. Mélenchon, sur ce coup-là, est beaucoup plus respectueux de ses électeurs. Et j'ajoute que lui s'est souvenu de la faute qu'il avait commise en 2012 lorsqu'il avait appelé tout de suite à voter pour M. Hollande. Il s'en mord encore les doigts. Et donc là maintenant, Jean-Luc Mélenchon ne veut pas dire ce qui est exceptionnel quand même. Parce que si un responsable politique ne dit pas pour qui il vote... Il y a des syndicalistes qui ne le disent pas non plus. Ce n'est pas des hommes politiques. Non mais d'accord, mais ils ont leur poids dans la société. Oui. Des hommes politiques qui cachent leur vote, alors ça je dois avouer que c'est quand même assez exceptionnel. Il dit ce qu'il a toujours dit, qu'il ne votera pas pour Marine Le Pen, mais ensuite on peut se douter de toute la rhétorique qu'il a utilisée, quelle sera la finalité de son vote. Maintenant vous le défendez bien. Je ne le défends pas, moi c'est un adversaire politique, et l'un des adversaires les plus farouches de notre programme et de notre parti. Donc je ne le défends pas, je vous dis, il est cohérent. Voilà. On a entendu ce week-end Marion Maréchal Le Pen évoquer un projet, celui de l'abrogation de la loi Taubira. Je vous propose qu'on l'écoute. Ce ne sera pas une priorité. Mais... Donc c'est la proposition 87 dans les 144. Donc vous nous confirmez, alors elle dit que ce n'est pas une priorité, mais est-ce que ça va venir vite? Écoutez, ce sera le fait d'un groupe parlementaire éventuellement. Éventuellement. Mais le problème, non, pas éventuellement, ce sera le groupe d'un groupe parlementaire, mais c'est surtout le problème du mariage pour tous. C'est un problème lié aussi à la filiation, à la GPA, à la PMA. Et le mariage pour tous, ça fait 4 ans qu'il existe. C'est quelque chose qui, précisément, pose problème sur la notion de filiation. GPA, PMA. Mais le mariage pour tous, précisément, ça fait 4 ans qu'il existe. C'est un problème sur une union civile et un Pax amélioré qui garantira précisément un certain nombre de... Oui, mais maintenant que le mariage existe, monsieur Alliot, à quoi ça sert de le faire annuler? Mais ça a été notre vision, ça a été notre programme, voilà. Mais il arrive que vous en changez de programme. Vous êtes capable d'évoluer sur l'euro, mais pas sur le mariage pour tous. Les députés, les parlementaires sont aussi une part de souveraineté de la nation et ils l'exprimeront au Parlement. Merci Louis Alliot d'avoir accepté l'invitation de France Info.